d'artillerie médiatique, qui était voulu et organisé, j'en ai l'intime conviction, était d'empêcher la France de réagir. Pourquoi? Parce que Kagame ne pouvait pas gagner la guerre si on remettait les pieds là-bas. Je retournais là-bas avec 40 bonhommes, ils perdaient la guerre. Ils perdaient la guerre. Vous n'imaginez pas, je l'ai vécu en 93, vous n'imaginez pas l'électrochoc que ça fait dans la tête des militaires rwandais quand ils nous ont vus arriver avec nos bérets rouges sur la tête et les mains dans les poches. Bien sûr, il y a des armes à côté quand même. Et vous n'imaginez pas, ils ont... Ah! Et hop, aussitôt, ils ont resserré les rangs. Des gars qui étaient partis à 40 km au fin fond du Rwanda avec armes et bagages en fuyant le Tutsi et le FPR sont revenus. Tout simplement parce qu'ils nous ont vus. Ça aurait été pareil. On aurait arrêté le bain de sang. J'en suis persuadé. Mais notre gouvernement a subi le tir d'artillerie médiatique, mais il n'y a pas que ça, vous savez. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Si, je ne sais pas pour combien de temps, là, moi. Combien de temps? Je ne vais pas demander. Allez-y, vous avez fini. Qu'est-ce que je disais là? Oui. Donc, ce tir d'artillerie médiatique a duré 4 mois, et puis à un moment, s'est produit ce que moi je considère comme la révolte du coq gaulois, quoi. On en prend plein la gueule, mais ras-le-bol. Donc on sort de la tranchée, on dit Cocorico, c'est moi qui suis là. Et on a fait l'opération Turquoise. Opération Turquoise, opération militaire à but humanitaire. On a sauvé je ne sais pas combien, les uns disent 20 000, les autres disent 2 millions, ça me semble exagéré, de personnes. Mais de toute façon, on les a sauvés temporairement parce qu'après ils se sont fait massacrer aux Zaïre. Une opération qui a commencé le 21 juin. J'étais le premier à passer la frontière à Changougou, enfin avec mes hommes bien sûr, le 21 juin, et qui s'est terminé, si je me souviens bien, fin août. Enfin, 3 mois. 3 mois, et c'était une belle gentille opération, c'était sympa, on s'est fait tirer dessus, il y a eu une honte, etc. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est même pas une opération, on peut même pas qualifier ça d'opération militaire à but humanitaire. Moi je dirais c'est une opération militaire à but publicitaire. Et secondairement humanitaire. Pourquoi? Ben parce qu'après on les a laissés massacrer ces gens-là. Et puis ensuite on s'est retiré, pour la France c'était fini, on a continué à en prendre plein la figure médiatiquement, et ça continue. Et ça continue maintenant. Hein, parce que médiatiquement l'objet c'est quoi? Je sais tout, je l'ai écrit. La thèse c'est quoi? Et ça depuis en fait 1986. La thèse c'est la France est coupable, avec Habyarimana bien sûr, et l'ensemble des Hutus. Diabolisation, ça c'est une technique très américaine, ça. Très américaine. Et Kagame, qui a fait l'école de guerre aux États-Unis, il était à bonne école, d'autant plus que lui, comme Satan, il est pas mal non plus. Hein. Donc la France, avec Habyarimana et l'ensemble des Hutus, est coupable du génocide de 800 000 Tutsis, on s'arrête là, hein, qui n'a d'équivalent que la Shoah. C'est ça la thèse, hein, que la Shoah, les Tutsis tenant le rôle des Juifs, mais Kagame et son FPR, celui des gentils américains, est libérateur, tandis que les Hutus sont les salauds. Et nous, là-dedans, conséquence, nous, là-dedans, ben moi je suis un SS. Hein? Si on suit cette thèse-là, tous les soldats français ayant servi là-bas sont des SS, et l'armée française, une armée de SS, et la France, ben c'est l'Allemagne nazie. Voilà la thèse, hein, qui est propagée, qui est instillée. Et je vais vous raconter, je résiste difficilement à certaines anecdotes. Pour le premier bouquin, j'étais au salon du livre de Montmorillon, pas loin de chez moi, en Poitou. Jolie ville, je vous conseille. Et salon du livre de Montmorillon, avec mon premier bouquin, c'était le premier, deuxième salon, peut-être, j'étais encore timide, autant que j'ai jamais été timide. Et puis une dame arrive, regarde le bouquin, me regarde. Vous êtes un salaud! Et elle s'en va. Il y avait 5 ou 6 personnes qui étaient là. Bon, elles ne sont pas parties, mais elles étaient un peu gênées. Et moi, j'étais comme un con. Hein. Arrive une autre dame du même âge, mais 5 minutes après, à peine. Elle regarde le bouquin, me regarde, elle se met à pleurer. Général, vous êtes un héros. Voilà. J'étais au Rwanda, je sais ce que vous avez fait avec vos hommes. Donc, vous voyez, la première, qui sans doute n'était jamais allée au Rwanda, a subi cette
a subi ce matraquage idéologique, ce lavage de cerveau, parce qu'il s'agit bien de cela. C'est Goebbels, je crois, répéter un mensonge une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ça devient la vérité. Mais voilà. Voilà ce qui se passe à propos du Rwanda et de la France. On n'a pas le droit de laisser faire ça. Ni vous, ni moi. Parce que la France, c'est notre France. Et c'est la France du monde entier. N'oublions pas, hein, moi je disais tout à l'heure, on discutait tout à l'heure, on s'est retrouvés à casser la côte tous les deux, on ne se connaissait pas. Hein, et puis, mais la France, quelque part, enfin, Jean-Paul II disait France fille née l'Église éducatrice des peuples, mais vous avez aussi Léon Blum, ou Bailey, qui était grand maître du Grand Orient de France et président de la Ligue des droits de l'homme en 1930 et des poussières, qui disait la France, fille de la Révolution, etc., a la mission d'eux. Hein. Et vous avez Staline qui disait que la conquête du monde passe par Paris, etc., etc., etc. C'est pas du francocentrisme que de dire cela. Hein. Il y a une vocation des nations comme il y a une vocation des personnes. Et la France, elle a, qu'elle le veuille ou non, une vocation à l'universalité. C'est pour ça que, quelque part, c'est la France de tout le monde. Ça, j'y crois profondément. Mais pour être la France de tout le monde, il faut qu'elle soit la France. Et que ceux qui en ont la charge, à chaque génération, la servent, ils fassent attention et la défendent. C'est pour ça que je fais ça. Sinon, quand j'ai quitté l'armée, j'avais envie que d'une chose. Faire mon jardin et aller en Afrique. Pas d'écrire et de me battre encore. Mais j'y suis revenu au combat. Je ne le quitterai pas. Hein. Voilà, alors, donc là je vais m'arrêter sur le... Je vais passer à une phase de réflexion. Si vous voulez qu'on arrête, peut-être qu'on passe aux questions. Non. Non. Allez-y, on passe aux questions une fois que vous... Allez-y. Attendez, demain matin, on est encore là avec moi. Hein. On va vous permettre une chose. Je commence à avoir une chose. Hein. Ça fera moins beau sur la photo, mais... Donc, ce matin, je me suis dit, il faut quand même aller plus loin. Je vais plus loin dans mes bouquins, certes, que ce que je fais là. Ça, c'est de la mise en bouche. Il faut aller plus loin parce que... en fait, il y a plein de leçons à tirer pour aujourd'hui et pour demain. Vous savez, pour les plus jeunes, bien sûr, le Rwanda, c'est déjà de l'histoire ancienne. Mais les conséquences de faits historiques anciens sur le présent et l'avenir, on ne peut pas les nier. Écoutez, j'ai l'habitude, quand on me dit « ouais, c'est de l'histoire ancienne », je dis « oui, d'accord, mais toi, là, t'es chrétien. Mais le mec que tu aimes, Jésus-Christ, il est mort il y a 2000 ans. Et tu es encore chrétien. Voilà, un fait historique qui a des conséquences. Ça, c'est indubitable. La révolution de 89, etc., etc. L'histoire, c'est immensément important. Et c'est pour ça qu'on veut vous la faire oublier aujourd'hui, les jeunes. Parce que c'est constitutif d'un pays. C'est immensément important. Il faut l'étudier et la regarder avec loyauté. Hein. C'est comme une histoire de famille, l'histoire de France. Dans les familles, il y a des choses qu'on voudrait éviter de connaître, qu'on voudrait n'avoir jamais existé. Quoi. Hein, par exemple, l'arrière-grand-père qui a fauté avec la petite bonne, etc. Quoi. Bon, voilà. Hein. Mais dans l'histoire de France, c'est pareil. Il faut tout prendre, ça nous appartient tout. Tout nous appartient. Et c'est au bout du compte, mais c'est tellement beau. On a une histoire superbe, nous. Superbe. Superbe. Avec des conneries. Eh ben oui. Il y en a. Bon, mais dans tous les pays, il y en a. Et dans toutes les familles. Donc moi, je me suis demandé, mais comment comment la France, parce qu'elle n'est pas coupable au sens étymologique, c'est-à-dire on est coupable quand on veut faire mal. La France serait coupable du génocide si elle avait voulu le génocide, en l'organisant, en le concevant, en l'organisant et en l'exécutant. Non, ça c'est hors de question. Ça, non. Jamais personne n'en trouvera la moindre preuve. Jamais. Hein. Mais par contre, elle a une vraie responsabilité. Elle était engagée là-bas. Quand on s'engage quelque part, on prend des responsabilités. On prend des responsabilités. Donc la France a des responsabilités dans le génocide. Alors j'ai voulu savoir comment on a pu en arriver là. Hein. Et d'abord, j'ai cherché quelles sont les failles. Au moment de la décision d'envoyer, là-bas, si vous voulez, il y a une faille énorme, qui est stratégique. On est en 1990 quand ça commence, en pleine guerre du Golfe.
c'est l'année où l'URSS s'écroule. Tout le monde est encore dans un raisonnement Est-Ouest. Et vous imaginez pas, vous les jeunes, ce que ça a été pour nous militaires, la guerre froide. Elle ne s'est pas déclenchée, on l'a gagnée parce qu'on ne l'a pas faite. Et vous n'imaginez pas, quand je suis entré à Saint-Cyr en 1971, le lendemain, on a rassemblé la section, un cadre a rassemblé la section, un lieutenant, dire bon, voilà, hein, c'est simple. Si la guerre se déclenche, au bout de 8 jours, il n'y a plus d'armée française, donc vous serez tous morts. Vous êtes d'accord? Vous restez. Vous n'êtes pas d'accord? La porte est là. Il y en a quelques-uns qui sont partis. Hein. Et on a vécu dans cette ambiance-là pendant longtemps. Pendant longtemps. Et ça avait commencé en 1945. Hein. Vous savez ça. Et les civils ne s'en rendaient pas compte pour l'immense majorité. Mais combien les pilotes de Mirage 4 avec l'arme nucléaire sous le ventre, là, ils avaient le pétrole pour aller larguer la bombe sur Moscou, mais ils n'avaient pas le pétrole pour revenir. Il leur en fallait dans le pantalon. Voilà, c'est l'ambiance dans laquelle on a vécu. Et donc, ça formate complètement les raisonnements, les esprits. Donc, tout le monde était formaté guerre froide. Et en plus, si vous voulez, Kagame est arrivé d'Ouganda, qui était un pays sous influence soviétique, alors que le Rwanda était sous influence occidentale. Donc, on s'est dit, c'est un remake de l'Angola, etc., quoi. Eh bien, c'était pas ça. C'était pas ça. Parce que derrière Kagame, il y avait les Américains, les Britanniques et les Israéliens. Et ça, eh bien, ni nos chefs militaires, j'en ai honte, mais j'étais pas au niveau de responsabilité, hein, ni nos chefs politiques, mais non plus. Bien. Donc, une faute de conception stratégique, d'appréciation. Mais aussi une méconnaissance dramatique de la réalité de ce pays, de son histoire, de ses ethnies, une méconnaissance dramatique. Vous savez, moi je suis un fervent du maréchal Lyautey. Le maréchal Lyautey, il répondait à... Je crois que c'est Léon Blum, moi je l'ai quelque part, c'est Léon Blum. Hein. Les Léon, les Alfred, j'ai du mal à retenir les noms de cette époque-là. Je crois que c'est Léon Blum qui disait les races supérieures, nous, ont le devoir d'apporter race supérieure, ont le devoir de coloniser, race supérieure. Et c'est un mec de gauche. Okay. Race supérieure. Bien. Et le maréchal Lyautey, qui lui était un royaliste, c'est tout con, hein, disait mais non, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres, différents. Et lui préconisait le respect de toutes les réalités. Et c'est comme ça qu'il a vécu, qu'il a travaillé partout où il est passé. Et encore aujourd'hui, vous avez des Marocains qui considèrent le maréchal Lyautey comme le père du Maroc moderne. Et pour la petite histoire, après, il était enterré à Rabat, ville qu'il a créée. Et après l'indépendance du Maroc, en 1958, 58, 57, je ne sais plus, ben on a voulu rapatrier les cendres de Lyautey, qui est maintenant aux Invalides. Et bien il a fallu que le roi du Maroc déclenche des opérations de police parce que la population voulait empêcher le départ des cendres de Lyautey. Hein? Ça en décoiffe quelques-uns, ça. Voilà, mais là je vais passer à autre chose. Méconnaissance dramatique du Rwanda, de son histoire, de ses ethnies. Voilà, dramatique. Et ensuite, toujours dans la phase au départ, ça durait tout le temps, ça, de l'idéologie. On a abordé cette guerre avec de l'idéologie. Laquelle? Allez, réconciliation nationale. Tu parles dans un pays où il n'y a jamais eu de nation. Quoi faire avec la réconciliation nationale? Démocratie. Bah, bien sûr. C'est ne pas savoir ce qu'est la démocratie en Afrique. Et puis ensuite, la démocratie. C'est bien. Mais pourquoi en faire un veau d'or? Pourquoi ça serait valable de la même façon partout? La réalité africaine n'est pas personnelle, individuelle, elle est ethnique. Chez les musulmans, par exemple, même en dehors d'Afrique, il y a des réalités comme ça. Chez les musulmans, le musulman n'existe que dans l'Umma. Hein, dans l'Umma, c'est-à-dire la communauté musulmane. Et bien en Afrique, on n'existe que dans l'ethnie. Que dans l'ethnie.
Donc c'est une méconnaissance dramatique, c'est aborder l'Afrique avec idéologie. C'est catastrophique l'idéologie. Ça fait des millions de morts, des centaines, des dizaines de millions de morts, centaines. Voilà, dans la conduite de la guerre après, pardonnez-moi, beaucoup de légèreté politique. Je peux vous garantir, bon bien sûr, moi je suis prêt à accepter les critiques sur la façon dont j'ai travaillé sur le terrain. Mes hommes, etc. Ouais, il faut toujours regarder les choses en face. Mais honnêtement, il faut qu'on vienne les chercher. Hein. Voilà. Et par contre, du point de vue politique, comment se fait-il que le gouvernement de la France ait méconnu à ce point les menées américaines, britanniques et israéliennes pendant 4 ans, en envoyant ses soldats sur le terrain? Comment ça se fait? Et on a continué dans les mêmes errements. Et puis ensuite, cette guerre, eh bien, on y a mis la politique intérieure. Même pas la politique intérieure, non, la politique partisane. Les bisbilles entre partis, vous savez, droite, gauche, on se croirait au parc à danser. Hein, voilà. Les bisbilles entre partis se sont invités dans la guerre. La meilleure preuve, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, en février-mars 93, on passe de la gauche à la droite, on change de stratégie en pleine guerre. En pleine guerre. Enfin, quand même. Hein? Voilà. Autre chose, je suppose que personne n'a entendu parler de l'association Survie. Sauf peut-être le grand maître de ces lieux, n'est-ce pas? Hein? L'association Survie. Et l'association de droit français, elle a son siège social ici à Paris, je ne sais plus où, suscité par le MI6 britannique. Suscité par le MI6 britannique vers 85-86, avec pour objet de saper la politique française en Afrique. Et ils ont réussi. Et on les a laissés faire. Un exemple bien précis, le mot France-Afrique. Bien sûr, maintenant, quand on vous dit France-Afrique, tout de suite vous dégueulez. C'est infernal, quoi, France-Afrique. Hein. France-Afrique. Eh bien, ce mot, cette expression France-Afrique a été inventée par Houphouët-Boigny, dont j'ai eu l'honneur d'être garde du corps pendant quelque temps, et qui, lui, voyait dans cette expression un idéal indépassable. Il voulait une union indissoluble entre la France et l'Afrique francophone, et les anciennes colonies. Vous vous rendez compte un peu? Et même avant sa mort, le sens de ce mot avait été complètement changé pour en faire un synonyme de perversité, de corruption surtout. Voilà. Et c'est au nom de la lutte contre la France-Afrique que, par exemple, Lionel Jospin a fait retirer les quelques sous-officiers qui, en Côte d'Ivoire, assuraient la solde du soldat de base. On les a retirés au nom de la France-Afrique, la lutte contre la France-Afrique, et un an après, les soldats de base ne recevaient plus leur solde. Et c'était l'une des causes de la rébellion et de la guerre. Le mépris des réalités. Hein, voilà. Bon, et après la guerre, attitude toujours française, après la guerre et jusqu'à maintenant, donc les autorités françaises acceptent qu'on traite l'armée française de génocidaire, qu'on traite la France de génocidaire, et qu'on inscrive dans les livres d'histoire que on s'est comporté comme des SS, quoi. Le gouvernement français accepte ça. Mais c'est la honte. Il y perd toute légitimité, selon moi. Et qu'il soit de droite ou de gauche. Le problème n'est pas la droite ou la gauche. Voilà. Hein? Et ils acceptent, non seulement ils acceptent ça, mais on invite Kagame chez nous. Enfin, quand même, le clou qui a déclenché, c'était l'élément déclencheur pour le premier livre. C'était le rapport d'Imusio, hein, du nom de son rédacteur, un Rwandais, c'est une commande de Kagame. Ce rapport de 600 pages que j'ai, qui prétend établir les preuves de la culpabilité française. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est un rapport de type KGB, je les connais assez bien parce que dans ma jeunesse d'officier, ça faisait partie de mon boulot de m'intéresser au rapport du KGB. Hein, c'est rédigé exactement pareil, ça a toute l'apparence de la vérité, mais tout est faux. Surtout les conclusions. Et il se termine par une liste
de 30 personnalités françaises, François Mitterrand, Alain Juppé, etc., Général Tauzin, musique, hein, qui sont les principaux coupables de génocide. À ce moment-là, nous avons demandé audience à l'Élysée, Nicolas Sarkozy. Après avoir insisté, nous avons été reçus par son Sherpa, M. Jean-David Lévit, qui, après une réunion assez orageuse, nous dit « Oui, le promis juré, le président va s'exprimer avant le 7 novembre 2008. » 2008. Quelque temps après, il était à Kigali, et puis quelque temps après, 2 ans, 3 ans après, il recevait Kagame en France, avec les honneurs militaires. Voilà. Inutile de vous dire que je n'ai pas voté Sarkozy au premier tour. Hein. Voilà. Non, ces gens-là, selon moi, selon la conception que j'ai de la France et de la politique, ne sont plus légitimes. Ils ne sont plus légitimes. Écoutez, on a eu des morts au Rwanda. Il y a des petits soldats qui ont laissé la peau là-bas, des petits Français. Pas beaucoup, oula. Hein. Mais moi, j'ai un de mes sous-officiers les plus proches qui est aux Invalides jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a plus de mains, plus d'yeux, plus de testicules. Et sa femme, le voyant comme ça, est partie. Voilà. Et ces gens-là sont des génocidaires. Et le gouvernement français ose laisser dire ça, ose l'accréditer finalement. Voilà, alors, ça sont des constats. Et j'ai voulu essayer d'aller plus loin. Parce que qu'est-ce que ça dénote? Je ne sais pas ce que ça dénote pour vous, tout ça. Mais moi j'ai trouvé le mot, un mot, c'est le mépris. Le mépris. Le mépris des Africains. Le mépris du soldat français. Enfin, de nos politiques, hein. Le mépris que ces gens-là ont pour l'Africain, pour le soldat français, pour la France. Du mépris. Le mépris pour l'Africain, il est inscrit, j'en parlais déjà tout à l'heure, si vous voulez, il est inscrit dans le colonialisme, qu'il ne faut pas confondre avec la colonisation, et encore moins avec l'action de terrain. Le colonialisme, c'est une idéologie qui vise à justifier la colonisation, qui, elle, est la domination d'un peuple sur un autre. Quant à l'action de terrain, eh bien, c'était des médecins, des militaires, des administrateurs, etc. Hein, et puis je peux vous dire que ceux qui en parlent le mieux encore aujourd'hui, j'étais au Sénégal la semaine dernière, ce sont toujours les Africains. Et qui eux disent, c'était bien du temps des Blancs. Encore maintenant. Et ça j'en témoigne. Encore la semaine dernière on me l'a dit. Et pas uniquement des vieux machins qui ont connu la période coloniale, non, mais voilà. Il y a quelque temps, je rencontre un Sénégalais, je n'étais pas pour acheter quoi que ce soit, il n'y avait pas de relation commerciale entre nous. En plus, il était musulman, moi chrétien. Hein. Vous êtes français, non? Oui. Ah, notre mère patrie. Putain, ça secoue, hein. Et le dernier homme politique à m'avoir fait pleurer en parlant de la France, c'est un ministre africain. Pas un Français. Donc, le mépris pour l'Africain, il est compris, il est dans le colonialisme, cette idéologie dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Hein, Léon Blum, la France a le devoir d'aller, comment dire, les races supérieures ont le devoir d'aller porter quelque chose aux races inférieures. Bailey, France, fille de la Révolution, de la Renaissance et des Lumières, à la mission de... Voilà, c'est là-dedans. Race 1, race supérieure, scandaleux ça. Moi ça me fait bondir. Ça c'est dans le colonialisme. Donc, il ne faut pas l'oublier, mesdames et messieurs. Il faut aller au fond des choses. C'est un devoir, en particulier pour les jeunes. Hein. On ne construit pas l'avenir sur des mensonges. Hein. Ou alors, ça fait des guerres. Donc, le colonialisme, le mépris pour l'Africain, il est dans les idées de 89. Parce que Bailey et Blum, ce sont des fervents des idées de 89. Je ne veux pas vous dire que moi je suis monarchiste. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut regarder les choses en face. On a peut-être du balayage à faire. Hein? Voilà. Parce qu'ils le disent, hein, ces gens-là, hein, que c'est dans les idéaux de 89. Mépris du soldat français, de l'armée française.
du soldat qui se fait tuer. Je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a? Quels sont qu'est-ce qui a fait la France? L'État, d'abord les rois, puis ensuite la République, l'Empire, l'État, l'Église pendant 1500 ans, 1700 ans, l'Église catholique, puis ensuite d'autres ont pris le relais, et l'armée. Et l'armée. Tout le reste, c'est important. Mais la France n'est pas une nation comme la Pologne qui a pu disparaître pendant des siècles et qui ressuscite de ses cendres parce qu'il y a une nation polonaise. La nation française, elle s'est faite à coups d'épée, disait De Gaulle. Bon, c'est plus ou moins vrai. Elle s'est fait aussi dans les lits des rois, hein, dans les lits des rois par mariage, hein, et puis au pied des autels de la religion catholique. Mais elle s'est faite par amalgame, la nation française. Et le soldat, il y a comment dire, il y a une relation charnelle entre le soldat français, qu'il soit noir, jaune ou blanc, le problème n'est pas là. Une relation charnelle entre le soldat et la France. Je ne parle trop longtemps. Si vous pouvez juste conclure qu'on passe aux questions. Eh bien, je vais conclure, j'ai encore 3 pages. Non, ça va, c'est là. Bon, ben alors on va arrêter là, quoi. Non, on va avoir une demi-heure. Donc, mépris aussi de la France elle-même, parce que la laisser accuser de génocide, c'est ahurissant. Hein, mépris de la vérité. Mépris de la vérité. Boutros Ghali a écrit « L'Amérique est à 100% responsable du génocide. » Ah, il vit toujours, c'est un très vieux monsieur qui vit toujours à Paris. Il a écrit ça, je le rapporte dans mon bouquin. 100%. Il dit, bon, bien sûr, aussi les Anglais, les Israéliens, et puis tous les autres qui ont laissé faire. Mais on laisse dire quand même que la France. Voilà. Pourquoi aussi la France, d'ailleurs? Alors, encore un petit peu. Dans ce mépris de la France, moi, il me fait penser à une boutade, je ne sais pas ce que c'est, peu importe, d'un révolutionnaire, je crois, en 1793, mais j'arrive pas à trouver son nom. Puis quelqu'un là, je serais heureux. Qui disait « Périsse la France plutôt que nos idées ». Vous vous rendez compte un peu? Périsse la France plutôt que nos idées. C'est ahurissant de dire ça. Ahurissant. Préférer son idée, c'est-à-dire son opinion, à la mère patrie. Enfin, moi, j'en suis sur le... Voilà. Hein? Et ça, si vous voulez, ça c'est, selon moi, c'est mon observation, ça s'est imprégné dans le régime des partis que nous vivons aujourd'hui. Et chaque fois qu'en France, les partis politiques prennent trop d'importance, et c'est le cas désormais depuis au moins Valéry Giscard d'Estaing. Quand les partis prennent trop d'importance, c'est toujours au détriment de la France. Pourquoi? Parce qu'un parti, il travaille pour le parti. Et dedans, vous avez des gens qui sont très bien, qui peuvent être très honnêtes, patriotes, tout ce que vous voudrez, mais ils sont dans un parti. Et un parti, c'est comme une entreprise. Une entreprise, elle n'a pas de patrie. Elle peut être en France, en Allemagne ou ailleurs, son objectif, c'est de faire du fric. Et bien un parti, c'est pas de faire du fric, c'est de faire des voix. Et nous, ben, on est le marché. On est le marché. Ils viennent nous proposer leurs trucs, leurs produits, qui souvent sont pareils. Il y a simplement l'étiquette qui change. Et puis voilà. Mais, et puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Les partis. Ils vivent sur la France. Donc les partis ne servent pas la France. Ils se servent de la France. C'est une application, si vous voulez, de cette affreuse maxime « Périsse la France plutôt que nos idées ». Et je dirais, tous les partis aujourd'hui font ça. Quelque chose qui m'a scandalisé, au présidentiel l'an dernier, Marine Le Pen se présente au premier tour, et au deuxième tour, elle propose quoi? Vote blanc. C'est la politique du pire. C'est la politique du pire. Vote blanc, ça veut dire, ben, ça fait rien, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez choisir qui vous voulez. Oui, donc une partie des électeurs de Marine Le Pen ont choisi le mariage homosexuel, ont choisi, etc., etc., etc. Et les autres, non. Elle aussi.
politique du pire, politique partisane, au détriment de la France. Et puis ensuite, derrière tout ça, il y a aussi le fric, on a à peine parlé, hein, mais à la frontière rwandaise, de l'autre côté, les deux Kivu, c'est richissime, richissime, et tout est richissime, potentiellement. Le sous-sol, c'est ahurissant ce qu'il y a, des métaux rares, précieux, tout ce que vous voulez. Le sol, moi j'ai vu des pommes comme ça, des vaches avec des pies, des trucs ahurissants, c'est fabuleusement riche, les Kivu, fabuleusement riche. Hein, voilà. Et bon, mais là-bas, il y a des compagnies essentiellement américaines, dans lesquelles certains de Français, dont je ne citerai pas les noms, ont des actions assez nombreuses. Voilà. Et puis donc, mais ça joue forcément sur la politique. Sur la guerre. Et donc sur la guerre. Et donc sur 8 millions de morts. Et oui. Voilà. Au fond de tout ça, moi j'aime bien aller le plus loin possible. Aller le plus loin possible. Creuser, creuser, creuser. Au fond de tout ça, finalement, c'est le mépris de l'homme. Le mépris de l'homme, quel qu'il soit, le mépris de l'Afrique, le mépris du soldat français, donc de l'homme français, mépris du citoyen, parce que quand on se sert de la France au lieu de servir la France, c'est un mépris. La politique, c'est pas fait pour servir les partis. La politique, c'est fait pour permettre l'épanouissement aussi harmonieux et maximum de chacun d'entre nous, de chaque famille et de la France.